L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Nouveau numéro de Sur la route de ce mercredi, amis internautes, bonsoir chez vous. Aujourd'hui, nous parlons des déviances sur la circulation. Et pour ce fait, je suis avec Quentin Amoussou. Quentin Amoussou, bonjour. Bonjour Francis Farami, bonjour amis internautes. L'invité de ce mercredi, Gilbert Huissin. Gilbert Huissin, bonjour. Bonjour monsieur Francis, comment vous allez? Ça va bien. Ok, monsieur Gilbert Huissin, vous êtes moniteur et promoteur de l'auto-école Le Savoir, mais également président de l'ONG César. Bienvenue sur le plateau de ESAE TV. Merci beaucoup. D'entrée plutôt, monsieur Gilbert Huissin, dites-nous, selon vous, quelle définition pour vous faire de l'expression déviance en circulation? Bon, cette expression déviance en circulation, on va voir, de façon générale, le non-respect et les mauvais comportements volontaires ou involontaires sur la chaussée. Donc en circulation, moi je vois que normalement, ce qui est appris devait être respecté. Et ceux qui ont appris ne le respectent pas et tout le monde se cherche et chacun fait ce qu'il veut dans la circulation. Ce qui est appris, vous voulez parler de quoi par exemple? Le code de la route que nous enseignons dans les auto-écoles à tout le monde d'ailleurs, parce que ça soit piéton, le code est déjà enseigné dans les écoles. Quelques notions élémentaires sont déjà enseignées dans les écoles. Et puis après ça, avant de conduire normalement une moto ou une voiture, tout le monde est censé aller apprendre ce code d'abord avant de se lancer dans la circulation. Mais beaucoup n'ont pas appris et ils se jettent dans la circulation, ils n'ont pas appris les règles. Et le peu de personnes qui ont appris ça ne le respectent pas et chacun fait sa volonté sur la route. Justement, on le constate souvent d'ailleurs sur nos routes. Alors, vous êtes, comme il a dit en l'entame, vous êtes également moniteur d'auto-école et donc vous avez forcément un regard assez différent sur la conduite en circulation. Quelles sont donc les déviances que vous constatez beaucoup plus souvent ou que vous observez beaucoup plus en circulation? En fait, c'est nous, en tant que président d'ONG et moniteur d'auto-école, si on prend les statistiques, les mauvais comportements, les premiers mauvais gestes sur nos routes, on dira que c'est l'excès de vitesse. Des gens se donnent délibérément à l'excès de vitesse sans, je vais dire, sans cause. C'est que quelqu'un, il fait l'excès de vitesse pour rien. Nous, on a constaté, surtout au niveau des jeunes, actuellement appelés ZOE par exemple. À part ces jeunes-là, il y a d'autres aussi qui font l'excès de vitesse volontairement. Mais il y a d'autres qui le font à cause du retard ou bien tout ça. C'est la première déviance que on constate. La seconde, c'est le téléphone en circulation. Aujourd'hui, tout le monde veut lire les messages, écouter les messages, écrire un message au volant ou au guidon. Ça, c'est ce qu'on constate en seconde position. Et en première position, c'est le non-respect maintenant des feux tricolores surtout.
des intercessions. Je ne voudrais pas vous arrêter, M. Gilbert, mais vous avez parlé de l'excès de vitesse. Au moins, il y a des radars aujourd'hui pour ça. Par contre, en ce qui concerne l'usage des téléphones en circulation, est-ce qu'il y a vraiment, vous observez vraiment au Bénin un moyen pour réprimander cela? Pour le moment, le code de la route que nous utilisons au Bénin, si on parle du code de la route au Bénin, le code qui régit la circulation au Bénin, ça date de 1965. Donc, depuis ce moment, il n'y a pas une réactualisation de ce code. C'est maintenant que l'handicap international, avec le soutien des Belges, nous a aidé à reprendre ce code-là et à revoir ce code. Et c'est actuellement à l'Assemblée. Depuis 4 ans, ce n'est pas encore voté. Mais nous sommes en train d'apprendre dans les coulisses que c'est déjà prêt et que l'année prochaine, on va commencer à les utiliser. Donc, en parlant de ce code de la route, c'est ce code qui va définir quelle punition ou bien quelle répression il faut contre quelqu'un qui est au téléphone. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de citoyens savent que ces lois sont caduques, sont très anciennes. Et puis, lorsqu'on veut appliquer ça, ils essayent de contourner, essayent de se défendre. Il y a beaucoup de choses qui se passent en matière de circulation, de sécurité routière que beaucoup ne comprennent pas. Si vous n'êtes pas dans le domaine, vous n'allez pas comprendre. Sinon, des gens font des erreurs sur des routes et on veut les sanctionner, mais ils réagissent. Ils peuvent aller contrespasser, effectivement. Il n'y a pas encore une nouvelle loi qui est encore votée après la conférence nationale de 1990. Ça a fait que chacun fait ce qu'il veut, mais actuellement, je pense que c'est déjà prêt. Et quelqu'un qui utilise le téléphone en circulation, on va le punir fort. Et il ne peut rien faire. Mais en parlant de punir fort, dites-nous déjà, même avec le code de la route actuel qu'on applique, même si elle est un peu, disons, vestus, qu'est-ce qu'une personne qui utilise son téléphone portable en circulation, à quoi est-ce que cette personne peut s'attendre en parlant en matière de punition? De punition, il y a d'abord la verbalisation. D'abord que vous allez payer une amende qui n'est pas encore définie. D'accord. Parce qu'on attend toujours que soit voté. Oui. Et encore, on peut envoyer votre véhicule ou votre moto en fourrière. Donc, si je dis ça, maintenant, il y a des arrêtés ministériels qui sont déjà là et qui sanctionnent. Par exemple, le téléphone au volant, c'est 20 000. C'est 20 000 francs d'amende. Donc, maintenant, ça là, ce sont des arrêtés ministériels et les gens peuvent contourner. C'est pourquoi nous demandons la loi. Maintenant, vous pouvez passer, votre véhicule peut être arrêté ou votre moto peut être arrêtée et jeté en fourrière et vous allez payer cher pour tout ce temps-là que ça va faire là-bas. Donc, si vous faites le téléphone au volant. Maintenant, il y a beaucoup d'accidents qui se passent et les gens ne savent pas que c'est à cause du téléphone. Parce que lorsque l'accident se produit, il n'y a pas quelque chose qui va témoigner que celui qui conduisait la moto ou le véhicule était au téléphone. Ça fait que ça cause beaucoup d'accidents aujourd'hui. Et les gens, ils ne sont pas conscients. Malgré les sensibilisations, les gens continuent de le faire au volant et au guidon. D'accord. Tout à l'heure, on a annoncé que vous êtes moniteur d'auto-école et nous imaginons que la plupart de ces usagers de la route ne prennent pas vos auto-écoles. Oui. Mais tout à l'heure, vous avez dit que vous leur donnez des leçons sur le code de la route. Dites-nous, quelles sont les notions principales sur lesquelles vous, en tant que moniteur d'auto-école et même vos collègues, sur lesquelles vous mettez l'accent en matière d'enseignement du code de la route au Bénin? Est-ce que sur le téléphone ou en général? En général. En général, sinon le code de la route, ça a plusieurs chapitres. Hein. C'est un peu vaste. Si on doit parler du code, ça va durer beaucoup. Mais en général, il y a plusieurs chapitres. Par exemple, il y a des signalisations routières qui regroupent l'ensemble des panneaux qui parlent sur nos routes. Eux sont sur la route, ils nous disent ne faites pas ceci, faites ceci. Forcément, vous devez faire ceci, vous n'allez pas faire ceci. Les panneaux sont là. Il y a des traits qu'on trace par terre sur le goudron. Ces traits blancs-là, ça parle. Elle dit, à cet endroit, je ne dois pas faire ceci, à cet endroit, je dois faire ceci. Donc, ça, on les appelle les signalisations horizontales. Maintenant, les signalisations lumineuses, les feux, aujourd'hui, on les enseigne. Et on continue de les enseigner, on met un accent sur ces feux tricolores lorsque les apprenants viennent apprendre. Mais pourtant, ils ne le respectent pas. Et les agents réglementant la circulation sont là. Ces 4 signalisations sont là
Et c'est ces cas de signalisation-là qui regroupent en général le code de la route. Et après, vient s'ajouter quelques règles que nous devons adopter. Quel comportement il faut pour effectuer un dépassement, où est-ce qu'il faut stationner, où est-ce qu'il ne faut pas stationner, et beaucoup d'autres règles. Et la mécanique, en général, est enseignée dans nos écoles. Parce que lorsque vous voulez utiliser un véhicule, on parle de véhicule quand c'est tout ce qui a de moteur ou bien qui a de roues, on les appelle véhicules. Que ce soit la moto ou la voiture, on enseigne comment il faut l'entretenir. Parce que faute d'entretien, ces matériels roulants aussi peuvent causer aussi des accidents sur nos routes. Donc, en matière de code, il y a les premiers secours qu'il faut donner lorsque vous êtes témoin d'un accident. Voilà. Donc, tout ça là est enseigné. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas aggraver l'état de quelqu'un qui a eu un coup sur un lieu d'accident? Parce que des fois, après un accident, c'est le premier secours qui vient aggraver l'état de blessé. Justement, ce qu'on constate d'ailleurs, quand il y a des accidents, on voit par contre les citoyens qui préfèrent prendre le téléphone et filmer au lieu de donner ces premiers secours-là. Et quels sont ces secours par exemple? Qu'est-ce qu'il faut faire à la victime? Effectivement, lorsque vous êtes là, le premier secours, le premier témoin sur un lieu d'accident, la première des choses la plus importante, c'est de baliser les lieux. Baliser les lieux, ça veut dire qu'il faut signaler les lieux pour éviter un suraccident. Sinon, si vous tombez dans un accident, vous vous précipitez sur le blessé, vous commencez à le faire ce que vous voulez faire sans baliser les lieux, quelqu'un d'autre peut monter sur vous. Est-ce que c'est ce il peut y avoir encore un suraccident. Oui. Baliser, c'est avec les triangles de présignalisation que chaque véhicule a dans ça. Chaque conducteur a dans son véhicule et on les place assez loin. Comme ça, celui qui vient, il sait qu'il y a un accident qui s'est produit. Ou bien, s'il y a des témoins, d'autres témoins là, on les place de part et d'autre pour que ceux-là fassent des gestes pour signaler à ceux qui viennent qu'il y a un accident qui s'est produit. Et après avoir balisé les lieux, la seconde chose, c'est de téléphoner, appeler la police ou la gendarmerie ou les sapeurs-pompiers. Et la police, c'est le 116 aujourd'hui, les sapeurs-pompiers, c'est le 118. Et c'est un appel gratuit, vous les appelez pour leur indiquer exactement le lieu d'accident et le nombre de blessés. Et puis, ce sont les secours-là qui raccrochent quand vous les appelez pour leur parler. Ce sont eux qui raccrochent. Ils doivent être sûrs, ils doivent avoir correctement les renseignements avant de se déplacer. Et puis, après avoir fait ça maintenant, vous revenez sur les lieux. Et ce qui peut causer la mort des blessés, souvent, c'est l'hémorragie ou bien l'asphyxie. Ces deux cas-là. Qu'est-ce qu'il faut faire si la personne est en train de saigner? Qu'est-ce qu'il faut faire quand il ne respire plus correctement? Donc, tout ça là est enseigné dans nos écoles. Si la personne a une fracture, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas aggraver la fracture? Et souvent, on ne met pas le blessé couché sur le dos ou à plat ventre, mais c'est toujours couché sur le côté pour éviter qu'il ravale encore ses vomissements ou bien ses muqueuses, ou bien que l'arrière-gorge soit bouchée par sa langue. Donc, toujours, c'est ça qu'il faut faire. Et si le blessé ou la victime demande de l'eau? On entend souvent que on ne lui donne rien. Surtout quand il vous demande quelque chose à boire. Les victimes ont soif ou bien ils ont soif lorsqu'ils ont une hémorragie interne. Lorsqu'ils sont touchés intérieurement et ils saignent à l'intérieur, ça fait qu'ils ont l'envie de prendre quelque chose, de prendre de l'eau ou bien quelque chose. Lorsqu'un blessé, un accidenté demande quelque chose, on ne lui donne rien jusqu'à l'arrivée des secours. Mais on voit également, en matière pour parler de baliser le lieu, on voit également sur des lieux d'accident des gens qui coupent des tiges, des arbres et mettre à des lieux plutôt stratégiques, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'on peut considérer ça également comme une manière de baliser le lieu d'un accident? Oui, on peut considérer ça ici chez nous, ici au Bénin, comme ça, parce que c'est des moyens de fortune qu'on utilise, mais pourtant, ce n'est pas bon, mais parfois ça sauve. C'est mieux que de placer ces choses-là, ces branchages-là, pour signaler un lieu d'accident, que de ne rien placer. Mais normalement, dans le code, ce n'est pas conseillé, parce que lorsque des gens placent ces branchages, après avoir dégagé les lieux, ils ne les rangent plus, et ils laissent ça, ce qui peut encore créer un autre accident. Les motocyclistes ou d'autres personnes encore peuvent chuter à cause de ces branchages qui sont laissés sur la route. Ou bien ça peut causer la dégradation de la route, ou bien ça salit aussi l'environnement. C'est pourquoi on refuse d'utiliser ces branchages. Il vaut mieux
avoir des triangles de présignalisation dans sa voiture ou placer des gens, au contraire, pour faire des gestes de main, de ralentissement pour un accidenté. Et la nuit, il faut allumer des feux, des phares de ton véhicule que vous mettez en biais. On met le derrière légèrement dans la brousse et on allume les phares pour éclairer les lieux d'accident pour éviter un autre suraccident. Et même avec les lampes torches ou bien des portables, on essaie de faire des gestes de ralentissement aux autres usagers pour rentrer encore sur nos accidents. Puisque nous sommes dans des forums de la sécurité routière et des images qui viennent chaque jour, on voit qu'il y a des accidents, il y a des suraccidents parfois parce que les lieux ne sont pas balisés. D'accord. Monsieur Gilbert Huissin, j'ai une question pour vous. Quand traverser, est-ce qu'il suffit juste d'arriver au niveau d'un feu tricolore et de voir le feu rouge et traverser, ou bien est-ce qu'il y a aussi des contours à respecter? Là, tu parles d'un piéton. Oui. Oui. Quand on parle d'un piéton, les piétons aussi ont leurs règles sur la chaussée. Il y a là où le piéton doit marcher, il y a là où le piéton doit traverser, il y a le moment où il doit traverser. Par exemple, pour traverser, il a érigé des passages piétons sur nos voies goudronnées. C'est des traits blancs larges qui traversent la chaussée. Et c'est par là que le piéton doit traverser. À l'approche de ces endroits, il y a des panneaux qui indiquent, des panneaux triangulaires sur lesquels ils ont dessiné un piéton en marche, qui montrent que c'est par là que le piéton va traverser la chaussée. Et toi, automobiliste, quand tu vois ce panneau, tu ralentis, ou bien à moto, tu ralentis et tu sais que tu es proche d'un passage piéton. Est-ce que parfois... Des gens ne le connaissent pas, ils ne savent pas que ces endroits-là sont réservés pour les piétons. Et parfois, même les piétons aussi ne le savent pas. Donc, ça fait que tout le monde se cherche sur la route. Et le piéton aussi, pour traverser, il a ses règles. Il doit être sûr que le véhicule qui vient n'est pas à une grande allure, ou bien l'endroit où il veut traverser, est-ce qu'il est visible par d'autres usagers? Est-ce que l'usager qui conduit la moto ou la voiture le perçoit? Parce que lorsque vous voulez traverser, avant de mettre le pied sur la chaussée, il faut être sûr que le conducteur vous a vu. Sinon, parfois, le conducteur ne voit pas le piéton et il se jette sur la chaussée. Et ça crée beaucoup d'accidents. Ça veut dire que pour que toutes ces conditions soient réunies, il faut quand même qu'il y ait la lumière. Mais parfois, on constate que sur de grandes routes, parfois chez nous, il n'y a vraiment pas de lumière. La nuit, quel est le comportement à adopter alors? Voilà, nous voyons également des gens qui mettent la touche de leur téléphone. Et voilà. Justement, en tant que piéton, la nuit, tu dois t'habiller en tenue claire. Ça doit être de couleur blanche ou de couleur jaune. Si tu sais que tu veux fréquenter une route, une chaussée la nuit, il est conseillé de porter des tenues claires pour se faire voir par d'autres usagers. Les gens sont habillés en tenue noire ou en tenue bleue nuit et sur la chaussée, ils traînent encore le pas dans la nuit. Il y a beaucoup de ces choses qui devaient être enseignées à la population pour que chacun prenne ses responsabilités pour éviter ces petits accidents qui sont mortels ou qui créent des dommages et des handicaps pour les usagers de la route. D'accord. Tout à l'heure, vous avez évoqué un panneau spécial pour le piéton pour qu'il puisse traverser. Oui. Mais on peut également passer au niveau de certains carrefours, il y a des feux tricolores où il peut ne pas avoir de ces panneaux-là. Dans ces conditions-là, qu'est-ce que le piéton peut faire? Oui, au niveau des feux tricolores, c'est encore plus facile. C'est pourquoi je n'ai pas évité d'aborder ce niveau. Normalement, au niveau des feux tricolores, les feux parlent aux véhicules, aux automobilistes et aux motocyclistes. C'est comme ça que les feux aussi parlent aux piétons. Les piétons ont aussi leurs feux. Donc, arrivé au niveau des feux tricolores, vous allez voir en bas de ces feux-là, il y a des silhouettes en forme de lumière. Et quand c'est debout, ça, la silhouette d'un piéton debout, allumé en rouge, ça veut dire que le piéton n'a pas le droit de traverser en ce moment. Ça veut dire que le feu est ouvert pour les automobilistes et les motocyclistes. Le piéton attend sur le trottoir. Et il attend quand le feu rouge s'allume pour les véhicules. Son feu en silhouette de piéton, en train de marcher, s'allume en vert. Et c'est en ce moment, lui, il monte sur la chaussée. Mais ce n'est pas parce que ça s'est allumé vert seulement qu'il va se jeter sur la chaussée. Il doit être sûr que tous les véhicules se sont arrêtés d'abord avant de se lancer sur la chaussée pour pouvoir traverser. Alors, voilà. il doit être sûr et bon, comme on l'a déjà dit à l'entame, vous êtes moniteur d'auto-école
Et nous insistons là-dessus parce que les conseils que vous donnez vont aider nos amis internautes notamment. Et dans vos auto-écoles, sinon dans votre auto-école, qu'est-ce que vous faites pour impacter réellement vos apprenants en ce qui concerne toutes ces déviances qu'on observe? C'est vrai. Ce que je vais dire, c'est quand je vais souvent parler de ces choses-là sur les médias, je dis ce qui reste à faire beaucoup au Bénin, c'est la répression. Sinon, des gens viennent apprendre chez nous comment est-ce qu'il faut circuler, les règles de circulation, mais on constate qu'après le permis, ils apprennent seulement juste pour avoir le permis de conduire, et après le permis seulement, ils rangent tout ce qu'ils ont appris et ils font autre chose dans la circulation. Avec quelqu'un qui voit le feu orange ça veut dire quoi? Ralentir. Ralentis et prépare ton arrêt. Mais après le permis, le monsieur il voit le feu vert, c'est maintenant il tape, il met le pied sur l'accélérateur. Il a envie de vite passer. Et il veut vite passer avant le feu rouge. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas un feu rouge, disons à Cotonou ici ou bien au Bénin ici, qui va durer plus de 2 minutes. Alors qu'en voulant sauver 1 minute, tu peux perdre toute une journée et même ta vie. Oui. Voilà. Donc c'est ce que les Israéliens ne comprennent pas. Et au niveau de ces feux-là, on dit souvent quelque chose. Lorsque vous passez à un feu rouge et que le policier vous arrête, normalement le policier, même si vous donnez n'importe quelle chose, vous voulez lui corrompre, il refuse. Il doit faire tarder celui-là qui était pressé et qui a passé le feu. On devait le faire tarder pour qu'il sache que ce qu'il a fait, le pressé qu'il est là. Ouais. Et voilà. Et après, on lui dit de partir sans rien payer. Et là, il est conscient que passer le feu rouge, ce n'est pas autorisé. Et ça peut créer des dangers. D'accord. En parlant toujours des accidents et des premiers gestes de secours, il y a quelques mois, nous avons tous été témoins de l'accident d'Assazoumé, qui a causé plusieurs victimes. Dans ce cas-là, par exemple, quel aurait été le premier ou bien les premiers gestes de secours? Parce qu'on a vu le bus qui a brûlé. Oui, effectivement, de ce côté de bus, des bus surtout, il y a quelque chose qui est enseigné et le chauffeur, normalement, à chaque départ de ces bus, quand vous voulez voyager, il doit vous montrer l'emplacement des descenteurs. Voilà, de Matopic. Avouons que c'est après ce drame, j'allais dire, que beaucoup de personnes ont su qu'il y a ce genre de matériaux qui peuvent sauver. Hein. Si vous prenez le guide du permis, le guide qu'on utilise pour les examens de permis au Bénin, tout ça là est mis dedans. Et chaque conducteur qui est censé obtenir le permis D ou DR, ça veut dire pour les bus, les minibus c'est DR. Pour le permis des bus, les longs bus là, ça fait le D-plein. Le DR c'est pour les bus qui ne dépassent pas 18 places. Mais quand on dépasse 18 places, c'est le D-plein. Donc, avant de passer ces examens là, tu dois forcément apprendre ce code là. Et parmi les questionnaires, ce Matopic là est revenu au moins 2 ou 3 fois. Pour dire, en cas d'incendie dans un bus, c'est avec ce matos là, il faut briser les pare-brises pour pouvoir sortir. Ça fait un. Secondo, il doit dire aux passagers, en cas d'incendie, ne vous bousculez pas. Surtout, s'il ne s'était pas bousculé, beaucoup de personnes seraient sorties. Mais l'autre dit que c'est moi qui vais sortir le premier, l'autre. Et ça fait qu'il n'arrive pas à sortir, ça crée beaucoup de victimes. Ça, c'est vous avez abordé le Matopic, mais comment l'utiliser? J'imagine qu'il ne faut pas forcément taper là-dessus, mais peut-être qu'il y a un endroit stratégique qu'il faut taper, ou bien comment est-ce qu'on utilise le Matopic dans ce cas-là? Non, le Matopic, ce n'est pas avec force, forcément. Quand on dit matos, c'est sous forme de matos, mais c'est quelque chose à bout pointu. Et quand vous tapez la vitre avec ça, ça va se briser. Ça ne va pas totalement se briser, mais au moins ça va se briser un peu. Et avec votre pied ou votre main, vous pouvez y enlever votre chemise et enrouler ça au pied ou à la main. Et maintenant terminer les pare-brises pour pouvoir... Voilà. D'accord. Monsieur Gilbert, nous avons dit à l'entame de cette émission que vous êtes également le président de l'ONG César. Oui. Dites-nous, en matière de déviance sur la route, quelles sont les actions que mène peut-être votre ONG dans ce secteur-là? Enfin, nous sommes là, nous sensibilisons les usagers de la circulation. Nous sommes dans les écoles pour sensibiliser les élèves et sur les parcs des étudiants ou bien des taxis pour pouvoir sensibiliser aussi ces acteurs qui sont chaque fois en circulation
et un peu partout. Alors, en parlant de ça également, on vous a vu lors des examens nationaux, que ce soit des épreuves écrites comme orales, avec toute une équipe, vous étiez en train d'aider des candidats à traverser la route. Est-ce que cela fait partie également de l'une des actions que mène votre ONG? Oui, mon ONG est partenaire du Centre national de sécurité routière. Et chaque année, presque, le Centre national de sécurité routière lance ce projet de traversée pour les candidats et ils nous sollicitent, et nous on l'assiste. On était en train d'assister le CNSR dans cette action de réguler la circulation, de pouvoir traverser la chaussée pour ces candidats et lors des examens du CEP et du BPC. Voilà, c'est pour cela qu'on était devant les écoles. Et à Cotonou, ici, on est placé devant beaucoup d'écoles et à chaque sortie ou à chaque heure de rentrée, on essaie de réguler la circulation pour ces enfants-là. On les aide à traverser. Parce que les examens, le stress ou le retard, tout ça là, fait qu'ils ont des difficultés parfois à traverser. Ou bien ils sont pressés et ils ne regardent pas correctement à gauche ou à droite. Donc nous, on est là pour arrêter la circulation pour eux, habillés en gilet avec les sifflets, on les arrête. On arrête la circulation pour qu'eux ils traversent facilement. D'accord. Monsieur Hossein Gilbert, le temps qui nous est imparti est presque arrivé à terme. À présent, nous vous invitons à regarder droit devant votre caméra et à dire un mot à l'endroit de nos citoyens béninois et peut-être même les sensibiliser, pourquoi pas. Oui, ce que nous on dit souvent, on dit la sécurité routière, c'est l'affaire de tous. Ça ne connaît ni riche, ni pauvre, ni illettré ou bien illettré. Si bien que la sécurité routière, ça commence depuis la maison. Nous, en tant qu'adultes, on doit commencer à éduquer nos enfants à respecter ces signalisations sur la route. Et parfois, on voit des adultes qui ont des enfants sur leur moto ou dans leur voiture et qui injurient les autres usagers de la route. Toyom, imbécile. Et je ne sais pas si cet enfant-là ne va pas copier ce comportement demain. Donc, il faut dès maintenant commencer à dire aux enfants d'être courtois dans la circulation et de faciliter le passage à d'autres usagers pour que le passage soit pour que la circulation soit facile à tout le monde. D'accord. Chers amis internautes, nous voilà à la fin de notre nouveau numéro d'émission de Sur la route. Avec M. Gilbert, nous avons abordé les premiers gestes de secours en cas d'accident. Nous avons abordé des notions sur comment traverser et où traverser la route. Lorsque nous sommes piétons, nous avons parlé du respect du code de la route et les sanctions. Et M. Gilbert nous a également parlé de quelques actions que mène son ONG. J'espère que j'ai été fidèle à vos propos. Oui, c'est bon. Merci beaucoup, c'est sympa. C'est tout à mon honneur. Chers amis internautes, c'est tout pour le nouveau numéro de Sur la route de ce matin. Merci et à la prochaine.